précoce. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h43, merci d'être avec nous ce matin. Nous recevons dans le petit déjeuner politique Thierry Mariani, ancien ministre et député et candidat au Rassemblement National aux Européennes. Oui, bonjour Thierry Mariani. Bonjour. Alors Emmanuel Macron s'est fait alpaguer, interpellé par une femme gilet jaune hier soir lors du grand débat à Pessac. Elle voulait qu'il mette un collier jaune. Il a refusé, il s'est expliqué avec elle dans un débat qui a un peu tourné à la confusion. Au-delà de l'anecdote, est-ce au chef de l'État, Thierry Mariani, d'aller ainsi au contact sur des grands débats thématiques ? C'était sur les femmes hier soir. Oui, écoutez, on a eu 4-5 débats avec les maires, maintenant on a les femmes, après je sais pas, on aura peut-être les infirmières, les médecins, ça commence un peu à lasser tout le monde, je pense. C'est un exercice de rattrapage, il ne faut pas l'oublier, puisque toute cette crise aurait pu être éviter si au mois de novembre il avait répondu tout de suite. Je suis persuadé qu'avec un François Hollande ou avec un Nicolas Sarkozy, on n'aurait jamais eu cette situation parce qu'il aurait compris qu'il fallait réagir. Aujourd'hui, ce grand débat, ça devient une sorte de grand show. Il est temps d'en sortir. Il est temps que le président de la République annonce au plus vite possible ses propositions et ça nous évitera aussi certains débordements qu'on peut avoir à certaines manifestations. Est-ce que justement il est temps que les gilets jaunes arrêtent de manifester le samedi ? Écoutez, le droit de manifestation est libre. Voilà. Si les gens ont envie de manifester, ils ont le droit. En plus, je pense qu'avec la stratégie qui consiste à dire 15 mars, fin du grand débat, 15 avril, annonce des propositions, c'est pas le moment où les gilets jaunes vont baisser la pression, puisqu'en réalité, tout le monde attend la réponse. Non, je crois que le pouvoir joue, et je pèse mes mots, le pourrissement du mouvement, parce qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui manifestent honnêtement, et puis une centaine d'imbéciles, ou de voyous, plutôt de voyous qui cassent. Oui. Et, qui peuvent venir de l'extrême droite aussi ? Qui peuvent venir de n'importe où. Du Rassemblement National aussi ou pas ? Non, je pense pas que... D'abord, le Rassemblement National, pour moi, c'est pas l'extrême droite. Ah, je l'ai pas dit. D'accord, alors on est d'accord. Alors on est d'accord, le Rassemblement National. C'est parfait. Non, il y a des voyous, hélas, il y en a partout. Mais voilà, je pense que surtout, ces quelques voyous dénaturent un mouvement. Oui. Et c'est la règle du jeu. Je veux dire, les vidéos qui sont prises passent en boucle et ça nous donne l'impression d'avoir que des gens violents. Oui, et Emmanuel Macron a dénoncé une démocratie, lui, de l'émeute, justement. Et hier, il a été rejoint par certains qui l'ont accueilli hier soir à Pessac. Ne laissez pas la France des haineux prendre le pouvoir. Oui, visiblement, Macron et le peuple, ça passe pas. Déjà, pour ses vœux, il avait à moitié insulté une partie des Français en disant la foule haineuse, la démocratie de l'émeute. Voilà. J'ai une mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron, c'est qu'en France, il y a des Français. Oui. Et que les Français, par moment, écoutez, ont des opinions. Et voilà, les Français, il est président de la République, il doit gouverner ce pays, mais il doit aussi les écouter. Oui, mais dans gouverner, est-ce qu'il n'y a pas aussi justement le rétablissement de l'ordre ? Ce que lui réclament en fait un certain nombre de Français, y compris des gens probablement du Rassemblement National. Bien sûr. D'abord, chacun veut le maintien de l'ordre, chacun veut... Donc est-ce qu'il devrait interdire les manifs ? Non, bien sûr que non. Je veux dire, on est une démocratie, il n'y a pas à interdire les manifs. Le rôle de l'État, c'est de garantir la sécurité dans les manifestations. Voilà. C'est-à-dire que nos policiers doivent être respectés, mais les manifestants qui militent doivent pouvoir aussi manifester en paix. Alors, vous étiez au Salon de l'Agriculture hier avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, donc, qui est le leader. Vous avez reçu un bon accueil, globalement ? J'ai été très très sûr. Alors c'est la première fois que je faisais le salon de l'agriculture avec Marine Le Pen. Il était temps depuis le temps que vous faites de la politique quand même. Mais c'est la première fois en tout cas et j'ai été très surpris de l'accueil parce que franchement c'était un très bon accueil et surtout parmi les jeunes. Voilà, c'est vrai que je m'attendais pas à ce que chaque fois qu'on croisait une classe ou des étudiants, c'était à qui voulait son selfie. Voilà. Oui, avec Marine Le Pen. Mais ça c'est à chaque fois, je peux vous le dire, pour avoir fait de nombreux salons de l'agriculture et y compris en suivant parfois tous les politiques et Marine Le Pen. Quand Bardella défend l'idée que nous sommes envahis de bœuf aux hormones et de poulet au chlore notamment, alors que c'est faux puisque c'est interdit en Union européenne, est-ce qu'il n'est pas un peu trop jeune pour mener la liste du RN aux européennes et faire ce genre de boulette ? C'est une boulette d'ailleurs ou pas ? Non, il a raison. Il a raison et vous avez raison aussi. Attendez, qu'est-ce que je veux dire par là ? Non, mais vous c'est pas faites en même temps là. Non, je fais pas en même temps. Je fais du hélas de l'Union européenne. Oui, on a des règlements européens qui interdisent ces produits. Et vous avez raison de le dire. Sauf qu'on a aussi des accords internationaux de libre échange où on importe. Le dernier, par exemple, en date qu'on vient de passer au Parlement européen avec l'accord de tous les partis français, sauf le RN, c'est un accord avec Singapour.
connais bien l'Asie pour avoir été député des Français de l'étranger. Singapour, c'est quoi? C'est une plaque tournante commerciale. C'est-à-dire, quand on importe, si je prends cet exemple-là, des produits alimentaires de Singapour, en réalité, on sait très bien qu'ils ne sont pas produits à Singapour, mais qui viennent du Cambodge, du Vietnam, du Laos, enfin bref, des pays autour. Et vous croyez que ces pays respectent les normes alimentaires? Vous croyez que dans ces pays, il y a des contrôles, etc. Donc, le problème, c'est qu'on impose à nos agriculteurs des normes extraordinaires de sécurité sanitaire, et c'est très bien, sauf qu'ils se battent à armes inégales. Et donc, le paradoxe, c'est que vous avez des produits aujourd'hui qui sont interdits dans l'Union européenne et qu'on importe quand même des produits qui en contiennent. C'est un problème de traçabilité, alors. C'est un problème de fiabilité, soyons clairs. Dans certains pays, vous ne pouvez pas demander la même fiabilité que ce qu'on a en France. Et donc, la solution, c'est peut-être aussi de privilégier les produits purement européens ou purement... Privilégier, mais pas fermer les portes, quand même. Écoutez, fermez les portes à tous ceux qui respectent pas les mêmes règles de traçabilité. On n'est pas obligé d'imposer aux consommateurs français de manger des produits qui n'ont aucune fiabilité alimentaire parce qu'ils viennent de pays où ces contrôles sont très douteux. Qu'est-ce que veut dire Marine Le Pen quand elle dit Emmanuel Macron veut alstomiser l'agriculture française? Parce que je pense que pour ceux qui connaissent ce dossier, Alstom restera vraiment... Pour moi, une faute, je pèse mes mots, criminelle, en termes économiques, bien sûr, d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'on a fait? On a vendu une entreprise qui était une entreprise clé dans un secteur stratégique. On l'a laissé partir aux Américains. Elle n'allait pas fort non plus, cette entreprise. Elle n'allait pas fort, mais son prédécesseur socialiste, je cherche le nom du ministre, Montebourg, avait très bien agi. C'est-à-dire qu'il avait bloqué en disant c'est un secteur stratégique. Or, pour M. Macron, il n'y a aucune entreprise vraiment stratégique et c'est la loi du marché d'ailleurs. C'est pour ça qu'il ne comprend pas ce qui se passe avec les Hollandais qui ont encore un patriotisme économique. Dans un instant. Et donc, aujourd'hui, il y a des secteurs qu'il faut défendre et Macron n'a pas défendu il défend les agriculteurs, la loi de transformation sur les négociations commerciales, la loi alimentation, non, il est là pour les défendre. Je pense que c'est une blague, non? C'est une blague. Écoutez, cette loi devait renforcer les revenus des agriculteurs. Quand vous en discutez avec les agriculteurs sur le salon de l'agriculture, ils se demandent où. Et vous avez vu que dans les supermarchés, ça aboutit à faire augmenter le prix du Coca-Cola ou du Nutella, qui ne sont pas particulièrement des produits agricoles français. Oui, venons-en justement, vous l'avez évoqué à KLM et Air France. La France a été piégée dans cette histoire où, par surprise, les Néerlandais ont augmenté leur participation au capital de la compagnie. Non, la France est naïve, ou plutôt vit dans un monde bisounours économique. Voilà. Le patriotisme économique, ça existe. Il y a des pays qui pensent qu'ils ont des entreprises clés. Voilà. Monsieur Macron n'est pas dans cette théorie. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a laissé partir Alstom. Pour les Hollandais, KLM et l'aéroport de Schiphol, c'est un peuple de commerçants historiques, c'est primordial. Et franchement, ils se sont battus pour défendre leur entreprise. Maintenant, ils arrivent à la table de négociation en discutant d'égal à égal. Macron se bat aussi pour les entreprises françaises. Oui, bien sûr. Mais je regardais quand je vois... selon vous, c'est le gouvernement et Emmanuel Macron qui ont fait une erreur dans cette histoire? Ils n'ont pas bien perçu les choses? Je pense qu'ils ont sous-estimé l'attitude des Hollandais. Les Hollandais défendent leur entreprise et puis, regardez, ils se battent pour préserver nos entreprises. Mais à chaque fois, je constate qu'on a des grandes déclarations. Regardez ce qui se passe pour Ford, et pas tellement de résultats. Oui, Marine Le Pen a abandonné l'idée d'une sortie de l'euro. On a appris hier que finalement, ça avait coûté assez cher aux Français, 56 000 euros de pouvoir d'achat. Il faut maintenir le cap, c'est-à-dire finalement rester dans l'euro. La position du Rassemblement national, et c'est pour ça que j'ai rejoint cette liste, est très claire. On est dans l'Europe, mais on veut changer l'Europe de l'intérieur avec nos alliés italiens, autrichiens qui aussi vont arriver au Parlement européen. Et on veut garder l'euro. Mais on veut réorienter l'euro. C'est-à-dire que c'est vrai que ces dernières années, cette étude tend à le confirmer, l'euro n'a pas forcément servi l'économie européenne. Je vous rappelle que l'Europe est la zone de plus faible croissance. Et donc, on veut changer la gouvernance de l'euro. On peut avoir une monnaie commune, mais l'administrer autrement. Oui. Qu'est-ce que vous répondez à François-Xavier Bellamy, tête de liste de votre ancien parti LR, qui dit plutôt Macron que Marine Le Pen, à propos de l'Europe notamment? Mais il a dit des choses hallucinantes dans cette dépêche de Reuters. Il a dit plutôt Macron que Marine Le Pen, plutôt Juncker que Orban.
Et il a dit un truc qui est encore plus hallucinant que la plupart n'ont pas relevé. À un moment, le journaliste lui dit « Est-ce que vous êtes comme Macron, vous pensez qu'un jour les États-nations doivent disparaître dans la mondialisation ?» Et il dit « Pas tout de suite, mais quand la conscience sera avancée, pourquoi pas ?» Qu'est-ce que je réponds ? Je réponds que franchement, il n'y aura vraiment que 2 listes aux européennes. La liste de Macron, parce que M. Bellamy en réalité défend quasiment la même chose que M. Macron, et la liste que défend Jordan Bardella et Marine Le Pen. C'est pour ça que je suis heureux d'être dessus. Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas déçu finalement d'avoir rejoint le Rassemblement national, l'ex-Front National. Je vais vous faire une confidence. J'ai fait une erreur de les rejoindre. J'ai attendu trop longtemps. Vous avez attendu trop longtemps. Oui, je pense que j'aurais dû aller plus vite. Pourtant, dans quelques jours, il y a un livre qui va sortir d'une ancienne cadre du FN qui décrit de l'intérieur les pratiques frauduleuses, l'hypocrisie du parti dont vous avez été membre pendant 30 ans. Écoutez, moi je suis simplement là depuis quelques mois ou quelques semaines. Sincèrement, je trouve que les choses fonctionnent normalement. Et c'est un parti qui pour moi a des militants. Visiblement il s'est passé quand même des choses auparavant. Oui, mais attendez, il s'est passé des choses auparavant dans tous les partis, soyons honnêtes. Bon, d'accord. Juste d'un mot sur l'histoire Nocibé, Bellatar hier, donc un directeur marketing qui a été suspendu suite à de nombreuses pressions sur les réseaux sociaux parce que il a qualifié de pourriture d'islamiste Yacine Bellatar. C'est normal qu'il soit suspendu pour ses propos. Je ne connais pas l'affaire, là. Je la Vous ne découvre. connaissez pas la... Ceci dit, M. Bellatar, qui, si ma mémoire est bonne, est encore conseiller plus ou moins à l'Élysée, qui a un profil quand même un peu particulier. Oui. Merci Thierry Mariani. Le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Je vais vous parler de François Asselineau, qui, je le rappelle, avait fait moins d'1% au présidentiel, qui serait visiblement la nouvelle coqueluche des Gilets jaunes, même s'il se disait apolitique. L'UPR enregistre un regain d'adhésion, un intérêt grandissant sur les réseaux sociaux. Leur chaîne YouTube vient de passer les 100 000 abonnés, sachant que celle du Rassemblement national, c'est 22 000 et pour Mélenchon 41 000. Est-ce que c'est un adversaire qui pourrait compter pour les européennes ? C'est quelqu'un qui a des convictions, que je salue, parce que moi j'aime bien d'abord ceux qui ont des convictions. Oui. Mais par contre, je ne partage pas ses convictions, parce qu'il veut qu'on sorte de l'Union européenne, il veut qu'on sorte de l'euro. Pour lui, il faut tirer un trait là-dessus. Regardez ce qui se passe avec la Grande-Bretagne. On voit la panique que ça crée, y compris l'inquiétude d'ailleurs en Grande-Bretagne. Je pense qu'il vaut mieux essayer de se battre pour réorienter l'Europe, réorienter l'euro. Et pour la première fois, ces élections européennes en seront l'occasion, puisque depuis que le Parlement européen existe, en réalité, socialistes et centre-droit se partagent le pouvoir. Là, avec ce qui se passe dans une quinzaine de pays, eh bien, une majorité... nationaliste, souverainiste, populiste, appelez-le là comme vous voulez, peut arriver. Vous ne pourriez pas faire une alliance avec Asselineau ? Je pense que M. Asselineau aura quelques difficultés à obtenir des sièges, voilà. Mais non, on ne peut pas faire alliance parce que sur ce fond, je répète, la position de la liste du Rassemblement national est très claire. Et avec d'autres, non, il n'en est pas question. Avec tous ceux qui sont prêts à partager les mêmes préoccupations, pourquoi pas ? Dupont-Aignan, c'est fini ça. À Dupont-Aignan, on n'est pas d'accord sur la tactique. Marine Le Pen y avait proposé une liste unique, mais sur le fond, les positions sont proches, soyons honnêtes. Voilà, c'est ça. Un dernier mot. Jérôme Fourquet dévoile dans un nouveau livre que 18% des nouveaux noms des garçons en France portent un prénom, des nouveaux-nés, portent un prénom arabo-musulman. Est-ce qu'il faut obliger à porter des noms français, des prénoms français ? Écoutez, moi, mon troisième prénom, c'est Angelo. Mon père et mon grand-père étaient italiens. Et à l'époque, quand on voulait s'intégrer, on prenait des prénoms français. Voilà. C'est aussi un changement. Moi, je ne suis pas pour obliger par la loi. Voilà. Je pense que c'est une responsabilité des parents. Mais les chiffres que vous citez sont très inquiétants. Et notamment dans certains départements. En Seine-Saint-Denis, c'est plus de 50%. Vous dites c'est inquiétant. Vous dites on peut choisir, mais après vous dites c'est inquiétant. Ce qui m'inquiète, c'est pas le prénom. Ce qui m'inquiète, c'est que ça marque quand même toujours une volonté d'être enraciné et de pas forcément, et c'est pas forcément un bon signe d'intégration. Quelle est la vraie différence dans les vagues d'immigration ? Aujourd'hui, on a tous les réseaux sociaux. Je les condamne pas, c'est très bien, c'est la réalité. Mais ces réseaux sociaux produisent du communautarisme, pas de l'intégration. Sur les réseaux sociaux, on reste connecté avec son pays d'origine, etc. C'est ça le principal problème. Voilà. Et ce prénom, c'est pas forcément la volonté d'une intégration. Je fais simplement la comparaison avec le passé. Voilà. Après, si la personne a un prénom d'une origine étrangère, mais s'intègre parfaitement, apprend parfaitement le français et respecte les lois de la République, franchement, le prénom, ça peut être secondaire. Merci. Thierry Mariani, c'est un prénom français, ça, on regardera les origines. Ancien ministre et député candidat RN aux européennes, était l'invité ce matin de Sud Radio. Oui, c'est une interview que vous pourrez commenter sur les réseaux sociaux, justement. #Sud Radio Matin. Bon réveil, 7h57, c'est Sud Radio.